Chapitre 13. Les gâteaux Tantine. D'après le calendrier, ce n'était pourtant pas ma fête. C'était la deuxième fois, en 48 heures, que l'on m'assommait. Et je commençais à me lasser. Perdre connaissance n'a rien de redoutable, mais le réveil est terrible. Vous avez la migraine, la bouche sèche et la nausée. Quand on outre, vous ouvrez les yeux dans l'obscurité, enfermé à l'arrière d'une camionnette qui vous emmène vers l'inconnu, l'expérience devient franchement pénible. Je n'avais pas quitté Londres et je le devinais au bruit de la circulation et aux arrêts fréquents. À l'un de ces arrêts, je perçus les voix de l'extérieur et songeai à tambouriner contre la carrosserie pour signaler ma présence, mais la camionnette redémarra avant que j'aie pu faire un geste. De toute façon, cela n'aurait probablement servi à rien. Puis, la camionnette s'arrêta à nouveau, et la portière s'ouvrit. La faible lumière du jour m'éblouit. « Sors de là !» commanda une voix. « Sors de là !» commanda une voix. C'était une voix douce, une voix teintée d'une pointe d'accent germanique, une voix qui ne m'était pas étrangère. Je sortis en clignant des yeux et aperçus un panneau indicateur qui me renseigna sur notre situation. Nous nous trouvions sur la rive sud de la Tamise, face à la City, dans le quartier des entrepôts. De chaque côté de la rue s'élevaient des bâtiments en briques de 5 étages, dont les entrelacs de passerelles métalliques laissaient à peine entrevoir un coin de ciel. Des crochets, des poulies, des chaînes, des tubes, des plateformes de chargement encombraient les façades. 100 ans plus tôt, Lafon Street avait débordé d'activité. À présent, elle mourait d'inanition. Des boîtes de Coca-Cola tordues, des ardoises cassées, des centaines de mètres de câbles dégorgés, des bâtisses désertées comme des viscères de leurs entrailles. Des trous rongeaient la chaussée, remplis de flaques d'eau graisseuse. Un autre panneau attira mon attention. Des lettres rouges vives sur un fond blanc. McAlpine. Ce seul nom signait l'arrêt de mort de Lafon Street, car il n'existe rien de plus destructeur qu'une entreprise de construction. Des agents immobiliers malins allaient vider les entrepôts pour y aménager des appartements à la mode, chacun bénéficiant d'un panorama sur la rivière, d'un garage privé dallé, de céramique et d'un loyer exorbitant. Un homme se tenait près de la camionnette, un pistolet à silencieux pointé sur moi. Pour un gangster, il s'habillait chez un bon tailleur, costume gris perle, cravate rose, des chaussures aussi éclatantes que son sourire. Il n'était pas seul. La portière du conducteur s'ouvrit et un deuxième homme apparut, vêtu exactement comme son complice. Tous deux étaient petits, minces, coiffés avec une raie au milieu, l'un blond, l'autre brun. Ils s'approchaient l'un et l'autre de la cinquantaine et dépensaient beaucoup pour en paraître moins. Ils devaient probablement la rigidité de leur visage aux soins excessifs d'un chirurgien plastique. Vous voyez ce que je veux dire? On note la graisse superflue, les vilaines rides onrotant la peau, et merci docteur. Il faut juste prendre garde de ne pas éternuer trop fort. « Par ici !» m'ordonna Blondie en pointant son pistolet. « Après vous !» répondis-je poliment. « Non, toi d'abord, mon mignon. » Quoi cet accent bizarre? Bref, les ouvriers devaient travailler sur un chantier voisin car j'entendais les marteaux-piqueurs et le raclement de bennes chargeant de la terre. J'envisageais un instant de tenter ma chance, mais il n'y avait personne en vue, et mes deux ravisseurs m'auraient probablement tiré comme un lapin avant que j'aie pu parcourir 10 mètres. On me fit avancer vers une lourde porte en bois, dont le chauffeur déverrouilla le cadenas de la taille d'une soupière, et nous entrâmes dans une sorte de hangar désaffecté au sol de ciment nu, couvert de détritus. L'espace d'une horrible seconde, je crus ma dernière heure arriver, puis j'aperçus avec soulagement un escalier vers lequel me pousse Blondie. Tous les étages se ressemblaient, ruines et désolation. En revanche, après avoir franchi une seconde porte solidement cadenassée, nous débouchâmes sur le 5e étage qui, lui, était fort différent. Imaginez un espèce de taille... Imaginez un espace de la taille d'un court de tennis, occupé en son milieu par un énorme piano. Une baie vitrée coulissante couvrait dans tout un mur, du sol au plafond. Une épaisse moquette grise tapissait le sol, les murs étaient tendus de soie gris, pâle, un canapé et des fauteuils argentés étaient disposés autour d'une table basse en marbre blanc. Le fond de la pièce s'ouvrait sur une cuisine ultramoderne. Ce fut vers celle-ci que se dirigea le brun tandis que Blondie me poussait sur le sofa. « Qui êtes-vous » questionnai-je en me doutant d'avance de la réponse. « Je m'appelle William, » répondit Blondie. « Et voici Eric. »« Autrement dit, Gott et Himmel, » murmurai-je. Les deux collégiens détonnent. À présent, la liste de Snape était au complet. « Nous pensions qu'il était temps de t'inviter à boire le thé, » poursuivit Gott. « J'espère que tu aimes les gâteaux Tantine. » Qui est la Tantine?
Je n'arrivais pas à y croire. Ces deux tueurs, anciens lieutenants du Faucon, n'avaient pas plus l'air dangereux que les sœurs de ma mère. Pourtant, ils étaient responsables d'au moins 2 morts, sans compter mon enlèvement. Ils étaient risibles, mais risibles à mourir. Himmel apporta le plateau et versa le thé dans de jolies tasses en porcelaine, décorées de roses et de croix gammées entrelacées. Puis, il me présenta le plateau de gâteaux. Je n'avais pas faim, mais je ne voulais pas le vexer. « Lequel de vous joue du piano ?» demandai-je, en espérant qu'une conversation polie arrangerait ma situation. « Nous jouons tous les deux, » répondit Goth. « Mais c'est toi qui vas chanter, mon mignon. » Je ne sais pas ce quel accent que je fais, j'essaie de faire un truc mais ça ne marche pas. Sa plaisanterie fit rire Himmel, pas moi. La lecture intégrale d'un dictionnaire de latin m'aurait davantage diverti. « Tu détiens un objet que nous désirons, » poursuivit Goth. « Laisse-moi t'expliquer notre point de vue, Nicolas. Tu permets que je t'appelle Nicolas, n'est-ce pas? Voilà, nous suivons le nain le jour où il vous a rendu visite, ton frère et toi. Nous avons fouillé votre appartement le soir même sans rien trouver. Ensuite, nous nous sommes occupés de Lorraine Bacardi. Est ici? Oh, tu la feras bien assez tôt. Elle nous a raconté l'histoire des Maltais. Une idée très originale. Nous sommes donc retournés chez toi une 2e fois, le jour de l'enterrement du Faucon. Certain de trouver les Maltais. Une surprise nous attendait. Qui était cet homme? Laurence, le chauffeur du gros. Dommage pour lui, soupira Goth. Il nous a dit des choses blessantes et Eric a voulu la blesser à son tour. Plus exactement, il a tué. Eric est un garçon charmant, mais il lui arrive de se mettre en colère et dans ces cas, il tue. Délicieux vos gâteaux, assurai-je en souriant à Himmel. Il nous faut les Maltais, reprit Goth. Tu nous avoues maintenant où ils sont cachés ou bien quoi? Ah, ce serait vraiment dommage. Un gentil garçon comme toi. Quel âge as-tu? 13 ans. Beaucoup trop jeune pour me finir dans un sac en plastique. Le corps truffé de pâle. Encore un peu de thé, Nicolas? Himmel remplit ma tasse. Ils me souriaient tous les deux de leur sourire figé, et je me demandais s'ils n'étaient pas contraints de sourire en permanence depuis qu'on leur avait remodelé le visage. Délicieux ton thé, Eric, le félicita Goth. Bien, où sont cachés les Maltais, Nicolas? J'avais réfléchi très vite. Je leur avais avoué la vérité avec plaisir et j'avais été certain de sortir vivant de chez eux. Mais rien n'était moins sûr. Une fois en possession de ce qu'ils désiraient, ma vie ne leur serait plus d'aucune utilité et ils n'auraient rien de plus pressé que de m'enfermer dans leur fameux sac en plastique. Il me fallait donc gagner du temps pour trouver un moyen de me sortir de cette fâcheuse situation. Eh bien, c'est un peu délicat, commençai-je. Les Maltais sont dans une consigne de la gare Victoria, mais c'est mon frère qui en a la clé. Le numéro de la consigne? 180. Déclarai-je avec la voix éraillée d'un commentateur sportif à la fin d'un match. À Victoria? Oui, mais vous ne pourrez pas l'ouvrir sans clé. Tu paries? Dit Goth avec un sourire tout en se levant. Eh bien, merci pour le thé, dis-je en me levant à mon tour. Si c'est tout ce que vous désirez apprendre, je... Tu ne vas nulle part, me coupa Goth. Eric! Himmel avait plusieurs cordes à son arc. J'ignore d'où il sortit celle-là, mais il me fit cela en un tour de main avec l'adresse d'un professionnel. Mes poignets liés derrière mon dos rejoignirent mes talons. Quand il eut fini, je ne pouvais même plus battre la mesure et je sentis mes extrémités bleuir à mesure que le sang les quittait. Mon cher petit Nicolas, nous allons à la gare Victoria. Nous serons de retour à 5 heures et si tu nous as menti, tes funérailles auront lieu dès 5h30. Je voulus hausser les épaules, mais les cordes m'en empêchèrent. Si c'est ce que vos professeurs vous ont appris à Eton, je préfère encore mon collège du quartier. Emmène-le dans la pièce du fond, aboya Goth. Il est temps pour lui de rejoindre notre deuxième invité. Malgré sa petite carrure, Himmel me souleva sans effort pour me transporter à l'extrémité de la pièce, où s'ouvrait une porte étroite, dûment cadenassée, qu'il déverrouilla d'une main. « Quand me laisserez-vous enfin sortir ?»« Quand me laisserez-vous enfin sortir ?» questionna une voix féminine derrière moi. « En attendant, voilà de la compagnie !» répondit Himmel en me laissant choir par terre. Je me retrouvai face à face avec Lorraine Bacardi, tout aussi ficelée que moi. La porte se referma sur nous. 1 minute plus tard, j'entendis les 2 Allemands quitter l'appartement. Je me demandais ce qu'ils allaient trouver à la consigne de la gare Victoria et si même il existait une consigne 180. Une seule certitude,
Il me restait jusqu'à 5 heures pour m'évader. Le peu de temps que j'avais gagné risquait de me coûter très cher. Bonjour, lançai-je en me tournant vers Lorraine. Je vous connais, n'est-ce pas? Oui, Nick Diamant. Nous nous sommes rencontrés au Casablanca Club, le soir où ils vous ont enlevé. Oh, merci mille fois, Nick, jeta-t-elle d'un ton amer. La ville ne me déplaisait pas avant votre apparition. Elle portait encore sa robe de scène, mais s'était débarrassée de ses bijoux de pacotille et de son maquillage. Cela lui allait nettement mieux. Elle était assise dans un coin, les genoux relevés, une assiette et un bol posés à ses pieds. La pièce était dépourvue de mobilier. De la taille d'une réserve à provisions, elle était éclairée par un vasistas que je n'aurais pu atteindre même en n'étant pas ligoté. Je tirai prudemment sur mes liens. Dans les films, il y avait toujours un morceau de verre cassé ou un objet tranchant qui permettait au héros de se libérer. Celui-ci était un mauvais film. J'abandonnai. Je suis désolé de ce qui vous arrive, Lorraine. Mais ce n'est pas moi qui les ai amenés à vous. Qui d'autre? Bonne question. Comment les deux tueurs avaient-ils appris l'existence de la chanteuse? Vous leur avez parlé des Maltais? Comment serait-elle encore en vie sinon? Renifla Lorraine. Profitez-en. Ils vont revenir vers 5 heures de très mauvaise humeur. Je leur ai joué un tour qu'ils me feront payer cher. Dans ce cas, nous devrions nous remuer un peu. Oh, sans aucun doute. Si je parviens à ramper jusqu'à vous, peut-être pourriez-vous dénouer mes liens et... Je m'interrompis en voyant Lorraine se tortiller et l'observer abasourdie. Tout à coup, ses cordes tombèrent autour d'elle comme des spaghettis trop cuits. Incroyable. Malgré mes efforts pour l'imiter, elle s'était libérée de ses dernières entraves avant que j'aie pu bouger d'un pouce. C'est un truc formidable, m'exclamai-je. Comment faites-vous? Avant de commencer à chanter, j'ai travaillé dans un cabaret comme assistante d'un illusionniste, Harry Blondini. J'ai passé 2 ans à me faire ligoter sur scène. Harry était le spécialiste de l'évasion. Il adorait les nœuds. Il avait coutume de se coucher des menottes au poignet, et il était le seul homme de ma connaissance à se doucher, bâillonné, dans une camisole de force. Il m'a enseigné tous ses tours. Tout en parlant, Lorraine s'était agenouillée près de moi pour me libérer. Pourquoi ne vous êtes-vous pas enfui plus tôt? Impossible. La porte est verrouillée de l'extérieur et je ne peux rien y faire. De plus, en supposant que je puisse atteindre le vasistas, il est trop étroit pour moi. Trop étroit pour elle, mais pas pour moi. C'est ce que je découvris quelques instants plus tard lorsque Lorraine me fit la courte échelle. Gott et Immel n'avaient pas songé à l'obstruer, et pour cause nous étions au 5e étage et trop loin du toit voisin pour y sauter. Je m'apprêtais un moment sur le rebord de la fenêtre, les jambes à l'intérieur, la tête et les épaules dans l'air froid. Au loin, j'apercevais des ouvriers sur un chantier, mais ils étaient hors de portée de voix et assourdis par le vacarme de leur machine. J'eus un haut le cœur en jetant un coup d'œil en bas. La terre ferme me sembla loin, très loin. Sur le côté, je reconnus la grande baie vitrée du salon, à 3 mètres de moi. 3 mètres infranchissables, à moins... L'immeuble était un entrepôt semblable aux autres, et, comme eux, muni d'une potence de fer, viché dans la façade et autrefois équipé d'une poulie, et d'une corde pour le halage des marchandises. La corde avait disparu, bien sûr, mais nous n'en manquions pas. Je revins vers Lorraine. Aucune possibilité, n'est-ce pas? Soupira-t-elle. Si, peut-être. Je lui expliquai mon idée. Tu es fou, tu n'y arriveras jamais. Oh, mieux vaut être fou que mort. Je vais essayer. 10 minutes plus tard, je me hissai à nouveau sur le rebord du vasistas, la taille ceinturée d'une longue corde composée de nos liens noués bout à bout, qui mesurait environ 3 mètres. Je la déroulai et la fis osciller à bout de bras, comme un lasso. La boucle manqua l'extrémité métallique. Je répétai l'opération 4 fois avant de réussir. Ensuite, je vérifiai l'extrémité nouée autour de ma taille et assurai ma prise. Vous connaissez les triangles isocèles? Mon plan se fondait sur le même principe. Les fenêtres en étaient les coins inférieurs, l'extrémité métallique le point supérieur, et moi, le pendule qui se balançait d'un côté à l'autre. L'idée ne m'enthousiasmait guère, cependant, le temps pressait, je n'avais pas le choix. Je sautai. Pendant une seconde vertigineuse, je me balançai au-dessus du vide en raclant la façade de briques. Puis, ma main accrocha miraculeusement le linteau de la baie vitrée. Je tirai de toutes mes forces et parvins à prendre appui sur le rebord en évitant de regarder en bas. Mon cœur cognait follement dans ma poitrine. Je restai immobile jusqu'à ce que le souffle me revienne, terrifié à l'idée de replonger dans le vide. Le rebord mesurait quelques centimètres à peine et mon corps s'écrasait contre la vitre. Avec une prudence infinie, je me baissai pour saisir l'une de mes chaussures, puis me relever.
Centimètre par centimètre, malgré le froid, je sentais la sueur coller ma chemise. Mes yeux fixaient le grand piano, au centre de la pièce. Curieusement, sa vue me rasséréna. J'empoignai fermement ma chaussure, frappai d'un coup sec contre le carreau qui se brisa. Lançai la chaussure dans la pièce, puis tâtonnai pour trouver la poignée en évitant de me blesser aux arêtes coupantes. La fenêtre s'ouvrit et je sautai à l'intérieur avec un profond soupir de soulagement. Ensuite, je dénouai la corde de ma taille. Je n'avais pas parcouru un long chemin, mais au moins étais-je toujours en vie. Je remis ma chaussure, puis allai tirer le verrou du cagibi pour délivrer Lorraine qui me dévisagea abasourdi. « Comment as-tu réussi ?» Je voulus lui expliquer, mais bizarrement, mes dents s'étaient mises à s'entrechoquer. Peut-être avais-je pris froid. Lorraine ne perdit pas de temps et se précipita vers la porte d'entrée, qui résista farouchement à toutes ses tentatives. « Oh, c'est génial, Nick !» grommela-t-elle en revenant vers la fenêtre. « Nous sommes sortis du cagibi, mais nous restons prisonniers dans l'appartement. Il n'y a personne pour nous entendre crier et pas suffisamment de cordes pour descendre jusqu'en bas. À leur retour, tes petits copains vont t'attacher dans un coin et utiliser comme cible de tir. » J'avoue que vous résumez assez bien la situation. « Et toi, tu ferais bien d'imaginer rapidement un autre plan, car tes amis arrivent, » répliqua Lorraine en se penchant à la fenêtre.